On est bien, on est au FIC, on est sur le Hacking Lab et nous allons poursuivre ce cycle de conférences pour le premier jour du Forum international de la cybersécurité. Nous avons Hakim qui vient pour Oracle nous faire une présentation sur le thème du piratage de bases de données afin de découvrir les techniques des attaquants pour comprendre comment lutter contre. Hakim, je vous laisserai faire votre présentation. Le format est simple, 30 minutes pendant lesquelles vous pouvez faire votre présentation. Et puis, par la suite, nous avons une séance de questions-réponses. Enfin, pour les personnes qui seraient intéressées à poursuivre les échanges après votre intervention, nous allons rappeler que Oracle se trouve sur le stand H27, où l'on peut vous rejoindre, H37, où l'on pourra vous rejoindre. Hakim, c'est à vous. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Je me présente donc Hakim Loumi, je suis Product Manager chez Oracle. Je suis donc l'interface entre les équipes de développement et toutes les équipes internes ainsi que les clients et les partenaires au niveau monde. Donc j'ai dans mon équipe des personnes qui font en fait les logiciels dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un DSI. Ce cher monsieur, en fait, a subi évidemment une attaque par ransomware. Je définis plus ce que c'est, hein, tout le monde est au courant depuis très très longtemps. Et ce cher monsieur, il est le DSI d'un centre départemental, d'accord, d'une agence départementale. Ça parle peut-être à certains ici. Et évidemment, le ransomware a mis tout son système à plat. Alors ce cher monsieur se dit, c'est pas très grave, on a des cadors au sein de l'entreprise, nous on est tous très forts, on est balèzes, on a des backups, on va restaurer les backups. Alors ça c'était vrai il y a 5 ans, allez on va peut-être dire 10 ans. Depuis ça a bien changé, les hackers ont bien fait évoluer leur protocole d'attaque et désormais ils savent que les entreprises ont cette capacité de restaurer ou de repartir sur un PRA, d'accord, un plan de reprise d'activité. Alors évidemment ils ne sont pas idiots. Ils ont fait eux-mêmes évoluer les choses. Alors, ils lui présentent gentiment un petit échantillon des données en lui disant « Très bien, cher ami, tu ne veux pas payer, voici un échantillon des données sensibles que nous avons extrait de ton système. Tu nous crois pas, toujours est-il qu'elles sont en notre possession, et si tu ne payes pas, nous allons les diffuser, les rendre publiques. » Beaucoup de plateformes aujourd'hui sur le Darknet existent et on peut revendre très très cher et très très bien des données, même des vieilles données, hein. Même des données qui datent d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, on les retrouve encore aujourd'hui sur le Darknet. Alors là, il se dit, mince, c'est quand même un peu compliqué parce que je pensais avoir vraiment tout sécurisé dans mon entreprise. Alors, on me demande de payer. Qu'est-ce que je fais? L'immense majorité des entreprises à ce niveau-là vont payer. Elles vont payer. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir du mal à envisager d'aller bluffer, d'aller jouer à un bluff. C'est pas trop des joueurs de poker. Et lorsqu'on a un échantillon des données, pour peu qu'elles soient crédibles, réelles, là, à ce moment-là, on n'a plus trop envie de rigoler. Alors le problème, c'est que ces données-là sont des données publiques, des données de santé, des données personnelles, etc. Donc, il se dit, ok, je vais payer. Le problème, c'est que malheureusement, on retrouvera, même après avoir payé, ces données, même plusieurs années plus tard. Donc le fait de payer n'est pas une garantie qu'un groupe de hackers ne va pas revendre vos données. Et il va peut-être même gratuitement les diffuser. Et après d'autres vont les enrichir et les revendre. Et puis on sait aussi malheureusement, alors ça c'est le dernier rapport de ISCOSC, voilà, ISCOSC 2022, qui nous informe que 41% des entreprises qui ont payé n'arrivent pas à restaurer les données. Pour un tas de raisons, parce que la maturité du SI, malheureusement, elle n'est pas encore acquise pour beaucoup d'entreprises. Ce n'est peut-être pas votre cas. En revanche, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des backups à jour, n'ont pas des systèmes de test des backups. Ils n'ont même pas de test applicatif pour être sûr que la chaîne applicative repartira même une fois qu'on aura restauré. Et ça, c'est des vrais soucis. Alors ce cher monsieur, évidemment, il était très au fait de comment fonctionnaient les hackers. Il savait parfaitement qu'il y avait plusieurs phases. Il avait bien formé l'ensemble de son personnel en lui disant « Oui, faites attention, ne cliquez pas sur un mail, etc., le phishing, etc. » Bon, toujours est-il que ces données sont maintenant dans la nature.
Donc ça veut dire qu'ils ont bien réussi à passer ces étapes. Il faut savoir aujourd'hui que les protocoles dont je vais vous parler, c'est pas sorti de ma tête fumeuse. C'est malheureusement tous les 6 mois, nous avons des rendez-vous avec les grandes agences européennes, américaines, etc., qui sont dédiées à la cybersécurité et qui nous mettent à jour en fait les nouveaux protocoles. Et ils sont très malins maintenant, les attaquants. Donc ils sont évidemment ils sont construits comme des multinationales. Chacun est spécialisé dans un des domaines. Donc typiquement, on va avoir des spécialistes de la reconnaissance et qui vont s'arrêter à ce niveau-là et qui vont revendre à ce niveau-là. Donc ils prennent moins de risques comme ça, en isolant, en cloisonnant en fait chacune des étapes. Et évidemment, ils vont revendre tout ça. Alors après, on a le fait de profiter évidemment d'un exploit, on s'installe et comme ça, on se balade après sur le réseau pour savoir un petit peu ce qui se passe. Dans les systèmes les plus critiques, c'est pas rare de voir des équipes d'attaquants qui mettent 4-5 ans pour arriver à l'étape que vous voyez, l'étape 6. Donc ils prennent le temps. Surtout quand en phase 2, c'est vraiment du gros costaud. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est toujours rester sous les radars. Si j'y vais comme un gros bourrin et que j'essaye d'arriver directement à l'étape 6, évidemment, ça va se voir. Les systèmes aujourd'hui ont des sondes, ont des alertes, il y a des gens, il y a des ressources, il y a de l'argent. Donc, ils vont essayer toujours de rester sous les radars. Mais le plus intéressant, c'est comment ils vont mener leur attaque. C'est ça le plus important. Qu'ils soient dans la place, c'est dangereux déjà. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce moyen qui est à leur disposition? Eh bien, pour beaucoup, on imagine que le ransomware, c'est la fin. Et que le ransomware, c'est génial, parce que quand on est attaquant, on a fait ça, c'était notre objectif absolu. La majorité, l'immense majorité des gens qui déploient un ransomware, c'est essentiellement pour effacer des traces. Et puis si au passage, on peut se faire un peu d'argent, eh ben, on va pas se priver. Et quand on sait que la majorité des gens vont payer, eh bien, c'est du double bonus. Et pour qu'ils payent, rappelez-vous, il faut que je puisse extraire des informations. Même un peu d'informations, ça peut suffire. Donc, la phase qui précède finalement le déploiement d'un ransomware, c'est l'exfiltration de données. Et l'exfiltration de données, c'est très important. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas évidemment faire chanter votre cible. Et puis surtout, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de revendre aussi des choses. Rappelez-vous, hein, c'est bien qu'on ait une rançon, mais c'est encore mieux si, si j'ai, on va dire, une assurance tout risque où tous les mois, je peux revendre un peu de données, les enrichir, etc. et puis avoir encore plus d'argent. Donc c'est un vrai business model. Alors ce cher monsieur, s'il avait su, eh bien, il se serait tourné vers des DBA. Le problème, c'est que les DBA qui sont spécialisés dans la cybersécurité, aujourd'hui, on en manque. Tout court, on manque tout court d'experts cybersécurité, mais des experts sécurité qui connaissent la base de données, alors là, sincèrement, on en a très peu, vraiment très peu. Pourquoi ? Parce que c'est historique, hein. Beaucoup de gens se sont dit, avant qu'on arrive à la base de données, c'est un peu le cadet de mes soucis. On aura tellement de couches à passer avant, etc. Alors maintenant, c'est faux, puisque la digitalisation est passée par là. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir accès directement à son compte en banque depuis chez lui. Et puis le Covid est passé par là aussi. Donc désormais, vous avez des administrateurs qui sont chez eux, qui font du télétravail. Et en général, le VPN de la maison, c'est pas suffisant. Donc la sécurité qu'il y a chez vous, eh bien évidemment, n'est pas la même que celle qu'il y a au sein d'une entreprise. Donc on a explosé tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une recrudescence des ransomware, parce que ça devient de plus en plus facile. Absence de personnel, absence de moyens, absence de formation, des disponibilités plus aisées technologiques, eh ben, c'est que du bonheur. Je peux agir à 6 ou 8 000 km, d'autant plus que les commanditaires aujourd'hui des ransomware ne sont plus de simples petites entreprises, mais parfois des États. Donc on met les moyens. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est quels sont les protocoles d'attaque que les attaquants suivent en majorité. Ce que je vais vous montrer, c'est 90% du protocole habituel. Après, on a des fois des petites variantes ou des ordres un peu différents. Je veux dire, un ordre de séquençage. La première des choses, c'est qu'on va toujours essayer d'être le plus loin possible de la base de données. Le plus loin. Un système de base de données, c'est le système dans l'informatique qui comporte le plus de règles, le plus de contraintes, le plus d'alertes. Donc, dès que vous touchez une base de données, on vous voit.
Après, évidemment, que les gens ne soient pas formés, qu'ils n'aient pas envie de bosser, qu'ils ne soient pas en astreinte, c'est autre chose. Mais normalement, la base, elle vous remonte des choses. C'est vraiment le système qui a le plus de capteurs, toute technologie dans l'industrie confondue. Donc, on va chercher évidemment à agir le plus loin possible. Et plus je vais me rapprocher de la base, et plus je vais prendre des risques. Je prends les risques de m'exposer, je prends les risques de me faire voir et de me faire attraper. Donc, on va toujours agir le plus loin. Votre but du jeu, évidemment, vous, c'est de l'amener à se rapprocher de la base. Donc, vous allez essayer de le mettre dans un entonnoir pour que, justement, il puisse passer les différentes étapes que vous avez remédiées de manière automatique. On verra comment. Et ensuite, vous laissez juste la part qui est humainement gérable. Quand je dis humainement gérable, c'est très important. Parce que c'est très bien d'avoir des outils qui font papa-maman, qui ont des codes couleurs, des trucs super. Mais s'il n'y a personne, s'il n'y a pas un être humain qui, à la fin, est capable d'exploiter l'information, bah, ça vous fait une belle jambe. Parce qu'on en voit beaucoup, hein, des gens qui nous appellent et qui disent « Oh là là, on s'est fait hacker, on a un ransomware, aidez-nous ». Ben, c'est trop tard. Une fois que votre donnée elle a été exposée, ok, nous on peut éventuellement les aider à restaurer ou à faire ce genre de choses, mais les données sont dans la nature. On n'a plus le contrôle. Deuxième étape, donc on va se rapprocher. Donc là, on va commencer à toucher aux applications. Et là, c'est pareil. Normalement, les applications elles doivent commencer à faire sonner des choses. C'est un peu moins vrai parce que vous avez une faille qui est très très exploitée, qui s'appelle l'injection SQL, qui est une des failles les plus sournoises et les plus difficiles à détecter. Pourquoi? Parce que vous utilisez un canal qui est officiel, un canal qui est accepté, qui est autorisé par l'entreprise et par tout le système applicatif, mais vous lui faites faire autre chose que ce pourquoi il était censé être paramétré. C'est pour ça que c'est difficile. Et ensuite, évidemment, là, on a la méthode bourrin, ils attaquent directement à la base de données. Alors, certains vont directement à cette étape, hein, parce qu'ils sont pris par le temps. Parce qu'ils ont un objectif, il faut aller très très vite. C'est pas grave si ça fait tout clignoter, tout sonner. Le but du jeu, c'est d'extraire le plus vite possible. Alors, si on regarde en détail le premier, donc on va agir le plus loin possible de la base de données. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le réseau. Donc on va commencer par exfiltrer de l'information qui transite sur le réseau. Vous allez me dire, oui, mais les réseaux sont chiffrables. Malheureusement, on a un immense pourcentage de réseaux dans les entreprises qui sont en clair. Donc peu de gens utilisent les certificats, le flux TLS et ce genre de choses, et laissent leur réseau en clair. Et ça aussi, c'est très important de savoir pourquoi, parce que beaucoup en fait, de sondes ou de routeurs ou de choses comme ça deviennent aveugles à partir du moment où vous activez le chiffrement. Et c'est pas rien. Quand on a mis un billet de 4 ou 5 millions sur la table pour acheter une super infrastructure réseau et que dès qu'on active le chiffrement réseau, tout devient aveugle, et ben là, ça pique. Donc, on a des clients qui font le retour arrière et qui réactivent, qui remettent tout en clair. Donc là, c'est un vrai danger parce que, je vous montre très rapidement, quand on interroge une base de données, donc là, je vous ai donné juste une simple petite requête SQL, évidemment, le poste client qui envoie cette requête au serveur, il envoie la requête que vous voyez en haut. Et dans les faits, eh bien, il va passer par des protocoles. Donc quand le chiffrement n'est pas activé, vous avez ces protocoles qui sont activés. Donc le TCP, ce genre de choses. Et quand on se plug sur le réseau, avec un pauvre TCP dump ou un Wireshark, ce que les admins système et les admins réseau adorent, eh bien on voit en clair les données transiter. Attention, on voit même les instructions transiter, ce qui veut dire que lorsqu'une personne doit changer son mot de passe, à ce moment-là, on verra la clause alter user identify by et le mot de passe. Voilà un moyen assez simple, pas très techno, d'aller exfiltrer des credentials, login mot de passe. Donc là, c'est un drame, surtout dans une entreprise où on sait qu'ils vont peut-être changer les mots de passe tous les 3 mois ou tous les mois selon la PSSI qu'ils ont. Et dans ce cas-là, il suffit juste d'être plugué suffisamment longtemps pour voir le flux passer. Et on peut récupérer comme ça des mots de passe. Donc tout est en clair. Le but du jeu, évidemment, vous l'avez compris, donc ça va être d'activer ce qu'on appelle le chiffrement au niveau de la base de données. C'est-à-dire la base de données enverra systématiquement des blocs chiffrés. Et chaque requête du client sera elle-même chiffrée. La communication sera chiffrée.
même si votre réseau est en clair. Et à ce petit jeu-là, voilà ce qu'on voit passer sur le réseau, c'est-à-dire des choses incompréhensibles. Donc on ne peut plus exploiter. On a rempli ce premier passage, cette première couche, et maintenant on va aller un petit peu plus loin. Donc l'attaquant pourrait s'arrêter ici. Il pourrait s'arrêter juste au réseau. Il récupère un échantillon de données et il vous fait chanter. C'est tout. Et après, c'est du bluff. J'ai toute ta base. J'ai 3 téras de ta base. Tiens, je te donne juste un petit échantillon pour que tu en sois conscient. C'est pas vrai, lui, il avait juste exfiltré les choses depuis le réseau. Donc après, on va aller un petit peu plus loin. On va aller utiliser ce qu'on appelle les fichiers résiduels inertes. Beaucoup pensent que pour se connecter à une base de données, il faut passer par la base de données. C'est une grave erreur, une très grave erreur. On peut, bien entendu, consulter les fichiers générés par la base de données sans jamais se connecter à la base de données. Donc, les fichiers auxquels tout le monde pense, évidemment, sont les backups. Vous avez aussi les fichiers d'export, mais vous avez les logs, les redo logs, vous avez les undo, les temp, et en fait, les données elles-mêmes qui sont sur disque dur. Et la fausse bonne idée serait de croire qu'il suffit de chiffrer ce fichier, ou de le mettre sur une baie de stockage qui est chiffrée, ou sur un disque dur qui est chiffré. Fausse bonne idée, pourquoi? Puisque l'utilisateur de la base de données, que ce soit Oracle ou autre, va utiliser l'utilisateur Unix qui accède à ce fichier. Donc à partir de ce moment-là, j'ai accès au contenu, même sur une baie de stockage chiffrée. Donc ce qu'il faut faire, évidemment, c'est chiffrer au niveau du bloc de la base de données. Donc là, typiquement, ce que je vous ai fait, une extract avec un strings, un grep et une sort, je vais pouvoir facilement lister l'ensemble des mails d'une base de données. Je ne me suis jamais connecté à la base. Jamais, jamais, jamais. Donc vous voyez à quel point, en fait, c'est très aisé de le faire. Alors beaucoup vont se dire, oui, mais avant que tu arrives à mon fichier, il va passer beaucoup de couches. N'oubliez pas que ça peut être depuis un export et depuis un backup aussi. Je vois encore beaucoup trop d'entreprises qui font proliférer ce type de fichiers sans les contrôler. Donc on peut aller extraire des informations, même si elles ne sont pas totalement d'actualité. Encore une fois, c'est un échantillon qui me permet d'aller faire chanter ma cible. Alors évidemment, vous l'avez compris, on va aller chiffrer. Aujourd'hui, on chiffre avec de l'AES 256. Et une fois que le table space est chiffré, eh bien, voilà le type de données que l'on a lorsqu'on lance exactement les mêmes commandes. Encore une fois, on procède toujours étape par étape en se disant, je verrouille une couche pour l'obliger à passer à la couche d'après. Mais ça, c'est les couches les plus faciles pour lui. Encore une fois, il est très loin de la base. Donc là, maintenant, il va s'attaquer, puisqu'il est un peu embêté, il peut aller s'attaquer, évidemment, sur les systèmes hors prod. Donc là, les systèmes hors prod, selon les entreprises, on peut avoir beaucoup plus de bases hors prod que de bases de prod. La dev, la test, l'UAT, la qualif, la pré-prod, la TMA, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Lorsque vous êtes dans des systèmes très très conséquents, c'est pas rare de voir pour une base de prod 6 ou 8 bases hors prod. Et ce que font malheureusement encore beaucoup trop de gens, c'est que tout simplement ils dupliquent, ils restaurent depuis un backup, ou alors ils font une duplication, une réplication. Attention, à partir du moment où des données sensibles sont répliquées dans une autre base de données, cette base de données devient elle-même sensible. Le problème, c'est que ça deviendrait trop cher d'aller sécuriser ce type de base de la même manière qu'une prod. Donc encore une fois, là, tout simplement, il peut aller se plugger et puis exfiltrer depuis les data files, tranquillement. Et en plus, là, personne ne regarde. En général, les systèmes hors prod, il y a très peu de monitoring, très peu d'auditing dessus. Donc je peux agir tranquillement. Pour peu en plus que j'ai la complicité de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise, voilà, c'est que du bonheur. D'accord ? Donc l'idée ici, ça va être tout simplement de masquer les données. Donc si mon système de prod que vous voyez là est identique, enfin si mon système hors prod est identique à mon système de prod, là je prends un risque. D'accord ? Donc ce qu'il faut évidemment, c'est masquer les informations. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des scripts de masking pour évidemment anonymiser les adresses, anonymiser les numéros, etc. Donc là, je vous ai donné un exemple. Le masking, ça semble simple, mais c'est un des projets les plus complexes en informatique. Avec l'IA, c'est vraiment des trucs assez compliqués. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de faire juste un simple update. Il faut qu'après, toute votre chaîne applicative continue à fonctionner. Donc, vous avez besoin d'outillage.
Et vous avez besoin des bonnes personnes autour de la table, c'est-à-dire les gens du métier. Donc si on imagine que faire un masking, c'est juste le DBA ou le développeur qui va le faire, vous vous trompez. Parce que c'est réellement les personnes qui utilisent les applications qui doivent être là, le jour J. C'est pour ça que c'est si compliqué. Ensuite, on va avancer. Cette fois-ci, on va se rapprocher un peu plus de la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer cette fameuse SQL injection. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité finalement d'utiliser une application, d'utiliser une faille dans l'application pour injecter du code SQL qui n'était pas prévu à la base. D'accord ? Donc je vous donne un exemple. Ici, j'ai mon application et je vous ai mis en mode debug pour que vous voyez ici la requête qu'on lance à chaque fois. Donc j'ai plein de champs ici. Faites attention parce que, encore une fois, c'est pareil, j'essaye de lutter contre les fantasmes et les lieux communs. Beaucoup pensent encore trop, que la SQL injection se fait à partir de champs texte. Aujourd'hui, nous pouvons faire de l'injection SQL à partir de balises HTML ou à partir de balises d'images. Donc il vous suffit juste de vous mettre en debugger dans Google Chrome et hop, c'est parti. Et on peut lancer de la SQL injection. Donc, dans cet exemple, voilà ce que la requête est censée faire. Et après, elle vous affiche, évidemment, colonne par colonne, dans votre application, ce que vous êtes censé afficher. La SQL injection, c'est que je vais utiliser donc un des champs et je vais y rajouter ma fameuse clause. Alors là, ici, j'ai fait un union et vous voyez, j'ai commencé par une cote. C'est-à-dire que je termine ce que l'application attend. Elle attend un champ qui se termine forcément par une cote. Donc moi, je mets une cote et après, je mets mon union. Mais évidemment, je dois appeler exactement le même nombre de colonnes qu'elle est censée appeler. Alors, ils font des tests, hein, ils se trompent et puis ils refont, c'est pas un problème. Et ensuite, voilà ce que ça vous donne. Donc la requête de tout à l'heure, avec mon union ici, et à partir de là, depuis les champs habituels de l'application, je ressors, je vide la base de données. Et ça, je peux le faire tranquillement depuis chez moi. Et encore une fois, c'est super facile parce que ça passe complètement sous les radars. Là, vous utilisez l'application officielle, etc. Et là, attention, beaucoup de gens se disent « Oui, mais moi, c'est pas possible parce que j'utilise la version topissime de PHP ou de je ne sais quoi. Et c'est impossible qu'il y ait du SQL injection. » Ok. Tous les hackers, et ici, il y a beaucoup de gens qui sont au courant, il y a des plateformes sur Internet qui recensent évidemment les toutes dernières failles trouvées, d'accord, avec les protocoles d'attaque, les exploits, etc. Eh bien, la SQL injection fait partie du top 3 de ce que les hackers recherchent. Parce qu'ils veulent absolument trouver des failles SQL injection. Et donc, des SQL injections, aujourd'hui, c'est tous les 3 jours que l'on en trouve sur tous les systèmes informatiques du monde. Tous. Et dans un monde DevOps comme le nôtre, où vous avez peut-être des releases qui sortent tous les 2-3 jours, je mets n'importe qui ici au défi d'avoir le tampon d'une société d'audit qui est venue auditer le code avant qu'ils mettent en prod le nouveau morceau de code qu'ils ont mis. C'est impossible. Et évidemment, les attaquants le savent. Le delta, le temps nécessaire, l'inertie nécessaire entre le moment où la faille est trouvée et le moment où vous allez patcher, parfois est suffisant pour faire passer énormément d'attaques. D'accord ? Donc voilà comment fonctionne une SQL injection. Alors, évidemment, le but du jeu, c'est de stopper ça. Il n'y a pas 36 000 manières. La seule manière de faire, c'est d'agir côté base de données. Oubliez tout le reste, tous les outils agnostiques qui se mettent à l'extérieur de la base, ça ne sert à rien. C'est valable pour Oracle, c'est valable pour SQL Server, c'est valable pour MySQL, pour toutes les bases du marché. Plus vous êtes dans le cœur de la base, et mieux c'est. Sinon, on peut toujours les contourner. Et on trouvera toujours un moyen de les contourner. Donc ici, on va activer ce qu'on appelle le firewalling de la base de données. Et là, cette fois-ci, la base de données, même en mettant du union, même avec une application qui est mal paramétrée ou qui n'est plus à jour, votre requête ne peut pas passer. Évidemment, pour toutes les personnes qui sont intéressées, pour savoir quelles technologies sont derrière, je suis au stand H37, il n'y a aucun souci, pour qu'on en discute. Là, je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Ensuite, évidemment, on va utiliser ce qu'on appelle l'abus de privilège. Pas besoin pour l'instant d'escalader ces privilèges. On va déjà utiliser ceux qui existent. Il faut savoir que malheureusement, beaucoup trop de DBA donnent encore beaucoup trop de droits aux gens. Pour un tas de raisons. Hein. C'est des feignants, ils bossent bien mais ils n'ont pas le temps, ou alors ils ne savent pas quel droit vous avez besoin, donc ils vous en donnent plus, comme ça on est peinard. Et là, du coup, il me suffit tout simplement, alors c'est ce que font les hackers, ils testent,
ils jouent un petit peu avec l'appli pour voir s'ils peuvent aller extraire des informations. Donc ils vont cliquer un petit peu partout. Donc dans mon exemple, je choisis l'ID 77, je clique sur la personne. Ah tiens, il y a une donnée intéressante qui peut être exploitée. Je la mets là. Or, ce n'est pas censé être là. Et l'application, elle, peut-être qu'elle gère bien les choses, mais vous êtes peut-être face à une usurpation d'identité. Quelqu'un qui a volé vos credentials et qui va utiliser votre compte. Dans ce cas-là, il faut mettre en place ce qu'on appelle des chemins de confiance et de la rédaction. C'est-à-dire, un chemin de confiance, vous validez un ensemble de paramètres qui vont confirmer que la personne qui se connecte est bien la bonne derrière l'ordinateur. Donc, en fait, finalement, en faisant ça, la seule crainte que vous aurez à gérer, c'est la personne a envie d'extraire les informations. D'accord ? C'est une personne de l'entreprise et elle a envie de le faire. Parce que toutes les autres personnes ne pourront pas. Donc, vous pouvez évidemment paramétrer tout ça. Ce sont des variables de contexte. Il n'y a pas d'overhead sur les sessions, quand vous créez la session, puisque tout ça, c'est de la metadata. Et lui, ce qu'il va juste regarder, c'est est-ce que vous connectez depuis la bonne appli, à la bonne heure, depuis la bonne adresse IP ou un range d'adresse IP, depuis, je ne sais pas, moi, il y a 76 paramètres de contextualisation, donc on peut tout imaginer. Et à partir de ce moment-là, les applications qui remplissent le chemin de confiance verront l'information et celles qui ne remplissent pas ce chemin de confiance ne la verront plus. Et à partir de là, je ne la vois pas. J'ai rien changé dans mon appli, j'ai pas recodé, j'ai pas redémarré la base, j'ai pas redémarré les applis. Tout se fait automatiquement à chaud et on contrôle tout côté base de données. Et au moins, encore une fois, quand vous êtes proche de la base de données, eh bien, vous êtes sûr que ça va le faire, que vous allez bloquer. Et on va terminer par, cette fois-ci, on va agir vraiment en plein cœur de la base. Donc la première chose, évidemment, qu'on va essayer de faire, c'est d'exploiter les vulnérabilités de la base. Il y en a plein, ça reste un système technologique, donc il y en a forcément tous les jours. Attention, nous, on les patch tous les 3 mois chez Oracle. Vous avez ce qu'on appelle les Critical Patch Units. Tous les 3 mois. Il va sortir dans 2 jours, le prochain. À partir du moment où c'est rendu public, les gens ne sont pas idiots. Ils ont juste besoin de lire les changelogs. Ils voient ce qu'on a, ce qu'on a corrigé, ce qu'on a bug fixé, et ensuite, ils vont les exploiter. Bon nombre d'attaques se mènent aussi simplement que ça. En général, c'est dans les heures ou les jours qui suivent la sortie du CPU. Nous, on voit une augmentation en fait, des attaques, pile à ce moment-là. Parce que, évidemment, hein, ils savent que vous êtes peut-être en 19C release 12. Eh bien, voilà, on a corrigé ça en 13. Eh bien, fatalement, on va utiliser ça. Et je ne parle pas des versions antérieures. Donc là, il n'y a pas le choix non plus. Ce qu'il vous faut, c'est d'avoir la capacité d'auditer en permanence, de faire des évaluations permanentes en temps réel des systèmes, tous les systèmes de votre base de données. On les catégorise, etc. Mais encore une fois, il faut que ce soit humainement gérable. Donc on a des outils d'auto-remédiation, ce qu'on appelle. Ils ne font pas que contrôler, ils vous bloquent, ils vous montrent des choses. Et ensuite, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, allez, vas-y, sur la suite, on vous fait aussi des recommandations. Donc voilà, par exemple, pour ce patch, il faut absolument que tu appliques les patchs machin et tu es en conformité avec le STIG, le CIS. On a d'ailleurs tout ce qui est PCI DSS, Sarbanes-Oxley, enfin on a toutes les réglementations, GDPR et compagnie. Ça vous permet comme ça aussi d'être aussi compliante, c'est important. Ensuite, évidemment, on va avoir donc l'abus de privilèges par élévation de privilèges. Et là, dans ce cas-là, c'est pareil. Si vous n'avez pas la capacité de savoir en temps réel ce qui a évolué, ce qui a changé au sein de votre base de données, ça passe sous les radars. Donc, vous avez des outils qui vous permettent évidemment de voir en temps réel et d'être alerté en temps réel que des choses viennent de changer. Avec capacité d'auto-remédiation, c'est-à-dire on peut bloquer le passage de cette commande. En général, si c'est important, le mec nous appelle tout de suite. Ah, je comprends pas, Roger, j'arrive pas à passer mon alter machin. Ah, t'inquiète pas, c'est normal, et on lui active. D'accord ? Si en revanche, vous n'êtes pas en capacité de voir ça, ça passe. Et les élévations de privilèges, ça passe sans aucun souci. Et on finit par, évidemment, l'exploitation du Saint Graal, c'est-à-dire le compte DBA. Là, tout attaquant qui a accès à une base de données voudra toujours être le super utilisateur. Vous avez 2 super utilisateurs dans une base en général. Vous avez ce qu'on appelle le user applicatif, qui est propriétaire des objets.
et vous avez évidemment l'administrateur. D'accord ? Et si ces gens-là ne sont pas censés voir les informations, ça vous pose un problème. Donc même ces personnes-là peuvent être à risque. Encore une fois, ça peut être une usurpation d'identité. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a envie de faire du mal. Mais on va usurper son identité. Donc l'idée, c'est de toujours valider ce qu'on appelle les moindres privilèges et la séparation des responsabilités, de manière à s'assurer que les personnes font leur travail, mais ne vont pas exploiter des données qu'ils ne sont pas censés voir. Donc on a des outils où on va aussi créer un chemin de confiance. Donc on va doubler en fait cette capacité de contrôle pour être sûr que non seulement la personne va toucher les objets au moment où elle a le droit de le faire, de la manière où elle a le droit de le faire, mais évidemment toujours en le contrôlant. Donc typiquement, on peut tout à fait laisser le user applicatif continuer à avoir des informations, mais pas les données sensibles. Alors lui, il est surpris parce qu'il se dit « je suis quand même le propriétaire ». Ben oui, mais peut-être que tu n'es pas censé voir les infos. D'accord ? Et pour les autres, les DBA, ils continuent à administrer la base, ils continuent à faire des phases de tuning, etc. En revanche, on les empêche de voir les informations, de manière à ce que la donnée ne soit pas exfiltrable. Vous l'avez compris, si ce cher monsieur avait compris la totalité de la surface d'attaque qui était autour d'une base de données, il se serait évidemment pris en main un petit peu plus tôt. Donc mon but aujourd'hui, c'était de vous montrer réellement le large éventail de la surface d'attaque. Elle est très complète, elle est très sérieuse, elle est beaucoup plus nombreuse que beaucoup de gens imaginent. Et l'idée, c'est évidemment, vous n'aurez pas une solution miracle qui vous fera tout. Vous serez obligé, évidemment, d'agir en mode tiroir et étape par étape. Et moi, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est l'effet entonnoir pour aller gérer quelque chose qui est gérable. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce que je viens de vous dire, j'ai fait un lab où tout est expliqué, les lignes de commande, etc. Vous avez 2 scénarios. Le premier scénario, vous lancez exactement les protocoles d'attaque sur une base de données qui n'est pas du tout sécurisée. Et le deuxième scénario, le protocole d'attaque est identique, mais cette fois-ci sur une base qui est sécurisée. Et là, vous verrez que la personne ne peut plus exfiltrer les informations. Pour ceux qui veulent jouer ce lab, il est gratuit, d'accord ? C'est basé sur des VM. Vous pouvez le télécharger, enfin pas le télécharger, le déployer autant de fois que vous voulez. Un simple browser Internet suffit. Vous allez sur cette URL qui est ici. Et encore une fois, c'est gratuit. Je vous remercie. Et vous avez la parole. Eh bien, bravo à vous. Bravo à Kim pour cette démonstration très complète. On va passer à la session questions-réponses. Je vais aller chercher un micro en régie. Merci bien. Alors, de nombreuses mains levées. Tenez. Alors merci beaucoup. Et c'est quoi les technos firewall dont vous avez parlé? Alors pour le firewall, c'est DB Firewall. On fait assez simple chez Oracle en général, c'est le nom de la techno. Et c'est dans le package AVDF, Audit Vault and DB Firewall. Oui. Bonjour. Comment on stocke les clés de chiffrement des table space? Donc les clés sont par défaut stockées dans ce qu'on appelle un wallet. C'est un fichier qui est aux normes PKCS11, PKCS12, donc ça veut dire que vous pouvez aussi le gérer dans des boîtiers HSM. Ce fichier par défaut est stocké localement, donc sur le serveur de base de données. Et évidemment, on déconseille de laisser ce fichier à cet endroit-là. Donc vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des key managers. Donc Oracle propose le sien, Key Vault, ça s'appelle Oracle Key Vault. Et à partir de là, vous êtes en capacité de stocker ces clés, de faire les rotations de clés, etc. en automatique, ou alors de créer vos propres clés directement dedans. Donc on ne passerait plus par un wallet. Ce qui soulage en fait la gestion et surtout la navigation de cette clé dans tout l'écosystème Oracle. Parce que si vous n'avez qu'une seule base de données, ce n'est pas très gênant. Si en revanche vous utilisez des réplications de bases de données avec des serveurs redondants, etc., la clé doit être évidemment diffusée un peu partout. L'avantage de Key Vault, c'est que vous n'avez plus à faire ça. Il est décentralisé et lui, il est capable de toucher tous les systèmes qui communiquent avec cette clé. Dans le cloud aussi d'ailleurs. D'autres questions? Oui.
Moi, concernant le script pour le chemin de confiance, j'ai pas trop compris comment ça permettait d'empêcher les actions. Donc quand une personne en fait se connecte à une base de données, elle crée une session. Dans cette session, vous avez un tas de paramétrages, des métadatas, qui informent la base de données de qui vous êtes. Donc je viens depuis ce serveur-là, j'utilise cette application, etc. L'idée, c'est que la base de données, elle va ajouter un contrôle supplémentaire pour dire « Très bien, j'ai compris d'où tu viens, mais ça ne correspond pas à ce qu'on a autorisé, à ce que l'administrateur a autorisé comme connexion. » Parce que côté base de données, j'ai donc mis des paramètres en disant « Tu ne viens que de cette application, que de ces adresses IP-là, que de telle heure à telle heure. » Donc la personne qui se connecterait à minuit alors qu'elle est censée avoir terminé son travail à 18 heures, elle ne peut plus se connecter. Tu viens, je ne sais pas moi, depuis ce nom de domaine ou depuis ce pays, parce qu'on peut aussi aller dans ce genre de choses. Et à partir de là, une personne qui verrait son compte usurpé depuis un pays offensif, eh bien, il ne pourrait plus se connecter à cette base de données. Donc il va être obligé de se rapprocher physiquement cette fois-ci ou mettre sous contrainte une personne physique pour qu'elle aille se connecter sur la base. C'est tout l'enjeu en fait de ce type de contrôle. Les chemins de confiance, c'est quelque chose qui est built-in dans Oracle. Pardon, C'est le chemin de confiance. C'est une fonctionnalité qui est embarquée nativement. Alors tous les produits que je vous ai montrés sont tous hard-codés dans la base de données, excepté un seul qui est le DB Firewalling, qui lui se trouve à l'extérieur, mais qui dans la prochaine version sera hard-codé. Tout est hard-codé pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on va s'éloigner de la base et plus on prend le risque que quelqu'un la contourne. Donc en fait, on essaye de faire un maximum de choses à l'intérieur de la base de données. Donc évidemment, aujourd'hui, je prêche pour la paroisse Oracle, mais c'est valable pour toutes les bases de données. Il n'y a pas mieux que l'éditeur pour aller sécuriser sa base de données, puisqu'il a le code source de la base. Il sait où sont les potentielles failles et il sait comment les verrouiller. D'autres questions, d'autres précisions? Monsieur ? Oui. Tenez, peut-être suivre s'il vous plaît. Merci bien. Bonjour. Est-ce que en fait, ce type de système, il a, en termes de pourcentage, ça a un impact sur la performance? C'était le cas il y a à peu près une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on est suffisamment serein en fait, pour vous dire que vous pouvez tout activer sans qu'il y ait des gros overheads. On ne va pas non plus mentir, hein. Il y a de l'overhead puisque fatalement, ce n'est pas de la magie. En revanche, on est tellement serein qu'en fait, on a mis tout ça dans le cloud. C'est-à-dire toutes nos bases dans le cloud sont équipées de toutes les contre-mesures dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si on avait eu la moindre crainte ou le moindre risque que les performances s'effondrent, on ne se serait pas amusé à les mettre dans la base. Et il faut savoir que les bases dans le cloud sont 100% sécurisées par tous ces systèmes-là. Et c'est déjà activé par défaut. Donc c'est un des éléments qui pousse les gens aussi à passer dans les bases cloud. D'accord, merci. Voilà, je vous remercie pour cette session de questions-réponses. Nous arrivons à échéance du temps de présentation. Merci. Pour les personnes qui auraient encore besoin d'interagir ou d'autres questions à poser, n'hésitez pas à rejoindre Hakim sur son stand H37. 37. H37, voilà, pour Oracle. Et puis, comme toujours, ici, les entretiens et les sessions sont filmées. Elles sont enregistrées et vous pourrez par la suite, à la fin du FIC, eh bien, y accéder à travers le compte YouTube. Pour ce qui est des talks et puis des sessions du Hacking Lab de l'année dernière, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube et de chercher InCyber, dans lesquels eh bien, les playlists vous donneront accès aux différents événements et aux différentes conventions et différentes interventions qui se sont passées. Merci de votre présence, merci de votre patience quant à la technique qui a mis un petit peu de temps à se roder. Et puis nous nous retrouvons pour un dernier entretien, une dernière session sur ce Hacking Lab avec le partenaire de la SNCF qui vient nous parler de la compromission du traitement effectué par une AWS Lambda. Merci à tous et bon forum.